Et bonjour tout le monde, bonjour à vous et bienvenue ce soir pour un nouvel épisode de notre série Astronomer at Home, un astronome ou une astronome qui vient nous voir une fois par semaine pour nous parler de plein de sujets différents. Ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Sylvia Ekström. Bonjour Sylvia. Ah, tu, tu m'entends? Ah, bah, je ne t'entends plus d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Ah, Oui, pardon. ah, ça y Allô? est, là je t'entends. C'est bon. Ah voilà, Ouais, ça, magnifique. ça avait coupé. Bonjour Sylvia, ça va? Bonjour, oui, ça va bien. On va passer l'heure donc à discuter tous ensemble. Tout d'abord, ben, on va dire bonjour à ceux qui sont là déjà dans le chat. Bonjour Poupoule, salut Minus, Adrien du Planétarium. Bonjour Général Lecala, salut Schnappy59, Mouche 1245, Scoutella, Fleams, Evansan. Et tous ceux qui nous rejoindront petit à petit pour discuter. Alors pour discuter d'un sujet un peu particulier aujourd'hui, on va parler de la planète Mars. Alors juste avant, évidemment, hein, vous vous rappelez, vous n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je les ferai remonter ou éventuellement Sylvia les verra même et vous répondra directement. Donc on va vous parler un petit peu 5 minutes de la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. N'hésitez pas et aussi à donner votre âge hein, quand vous posez la question, en tout cas les premières, hein, ça permet aussi de s'adapter un petit peu aux différentes personnes qui sont là et qui poseront tout ça. Eh bien, je propose qu'on revienne à toi, Sylvia. Donc toi, tu es astrophysicienne au département d'astronomie de l'Université de Genève. Voilà. Et bah écoute, ce que je te propose, c'est juste avant de démarrer, bah, que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais, qui tu es, comment tu es arrivé là, et puis ensuite on va démarrer pour aujourd'hui. Volontiers. Alors en fait, donc je suis, comme tu l'as dit, astrophysicienne au département d'astronomie de l'Université de Genève. Ça fait un long titre bien ronflant. Ma spécialité, en fait, c'est les étoiles massives, c'est la physique des étoiles, donc assez loin de la planète Mars, on va dire. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus passionnée, en fait, quand j'ai fait mes études d'astronomie, c'était cette origine des éléments qui nous constituent, que représentent les étoiles massives. C'est nos mamans, hein, en quelque sorte. Et donc, voilà, c'était vraiment le sujet qui me faisait frétiller à tous les cours que j'avais à ce sujet. C'est ton domaine de spécialité. Et c'est mon domaine de spécialité. En revanche, à l'Observatoire de Genève, j'ai aussi une deuxième casquette qui est une casquette de responsable de toute la communication de l'Observatoire, d'organiser les événements qu'on fait pour le public, d'organiser les visites et tout ça. Et donc, à ce titre-là, je suis beaucoup en contact avec des gens et j'entends un petit peu ce que les gens racontent, de ce qu'ils ont compris, de ce qu'on leur dit. Parfois, il y a une petite différence. Et donc, Et voilà, j'ai eu envie de peut-être remettre un peu deux, trois pendules à l'heure avec ce livre que j'ai coécrit avec mon mari, qui est un graphiste très indépendant, comme comme il le dit. d'accord. Et voilà, d'où le lien entre les étoiles massives et la planète Mars. Alors justement, il se trouve que ce soir, tu nous proposes donc de nous parler de la planète Mars. Le livre, c'est celui-ci. Nous ne vivrons pas sur Mars ni ailleurs. Donc là, il ne s'agit pas d'une question, il s'agit d'une affirmation. Voilà, une affirmation qui est très péremptoire et du coup qui, on va pas se mentir, va un petit peu à l'encontre d'autres voies qui auraient tendance à nous emmener très rapidement sur Mars, des voies européennes, une grosse américaine, hein, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. En gros, juste pour cibler un petit peu le thème donc, de la discussion de ce soir, sur lequel les personnes qui sont avec nous sur le chat pourront évidemment poser leurs questions, pourquoi est-ce que tu penses que c'est pas demain la veille qu'on ira sur Mars? Alors pour beaucoup de raisons, en fait, c'est justement l'accumulation des raisons qui font que j on a décidé d'avoir un titre aussi péremptoire et de pas mettre sous forme de question. Mhm.
C'est vrai qu'on se dit toujours s'il y a une ou 2 difficultés, on peut les surmonter, on arrivera bien. Quand les difficultés commencent à s'accumuler, qu'il y en a plus qu'une plus seulement une ou 2, mais que ça commence à être un chariot entier, voire un paquebot, on se dit que là, ça va peut-être quand même être extrêmement compliqué. D'accord. Et de fait, en fait, si on regarde les projets un peu sérieux à ce sujet, je dirais le plus sérieux, c'est celui de la NASA, hein, qui en connaît un bout pour ce qui est d'envoyer des astronautes, ailleurs que sur Terre. Eux, ils conditionnent complètement le trajet vers Mars, un voyage vers Mars, au retour sur la Lune. C'est-à-dire qu'ils savent bien qu'il faut déjà essayer de retourner sur la Lune, voir si on arrive à survivre plus que les quelques, jours qu'avaient fait les missions Apollo, Mmh. et que c'est très compliqué de maintenir une base permanente là-bas. Et déjà, si on arrive à faire ça, peut-être qu'on peut envisager d'envoyer une équipe d'exploration sur Mars, mais voilà, les conditions, sur Mars même font qu'une vie, à long terme, je dirais, est tout simplement inenvisageable. D'accord. Alors effectivement, la Lune, il y a une activité en plus assez brûlante, hein, en ce moment, parce qu'on a, alors cette fois-ci, c'est plutôt, l'agence spatiale chinoise qui fait des siennes, ces jours-ci d'ailleurs, hein, puisque je rappelle qu'ils ont envoyé une mission, alors pas une mission habitée, une mission automatique, une mission robotisée qui s'appelle Chang'e 5, qui est parti, oui, j'ai essayé de le prononcer correctement, parce que c'est compliqué, qui a atterri sur la Lune il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, et donc ils ont réussi en très peu de temps, hein, à poser le robot, à récupérer les échantillons lunaires, à repartir dans l'espace, à transférer les échantillons dans le véhicule de retour. Et je crois qu'aujourd'hui on en est là, c'est-à-dire que le véhicule de retour est en orbite autour de la Lune, il est chargé avec les échantillons, et normalement dans les heures, jours qui viennent, le voyage devrait se faire avec un retour d'échantillons dans les 10 jours, 2 semaines qui viennent, hein, c'est ça. Oui, c'est et, possible. et Mmh. déjà, pour une mission qui n'est pas habitée, déjà c'est extrêmement compliqué. D'un point de vue technologique, on est loin de pouvoir faire ça tous les 4 matins. Absolument, et encore la Lune a une très faible gravité, du coup, c'est beaucoup plus facile d'en ressortir, enfin d'en repartir, je dirais, alors que Mars pose à peu près tous les problèmes que pose la Lune à cause de sa faible atmosphère, mais avec en plus une gravitation qui est beaucoup plus forte. Et donc, c'est un vrai défi en fait. On s on Honnêtement, actuellement, on ne sait pas atterrir sur Mars avec autre chose que des sondes qui font, à peine, 1 tonne, peut-être même pas, Et quelques centaines de kilos, heu, envoyer une grosse fusée avec des astronautes à bord, on ne sait pas faire. alors, Il y a des euh, idées, mais on ne sait pas faire. on peut peut-être commencer par là. Pourquoi est-ce que le fait de dépasser 1 tonne pose tellement de problèmes? Pourquoi est-ce que c'est plus facile quand c'est petit et moins quand c'est gros? C'est une question de freiner avant de s'écraser sur le sol. Quand en principe, on a envie de se poser sur le sol et de pas s'éclaffer. Ouais, ça peut être Et utile. donc ouais, surtout si on a des êtres humains à bord. Et en fait, c'est ça tout le défi, sur un corps qui n'a pas ou très peu d'atmosphère. Quand on rapatrie des humains de l'ISS sur la Terre, ils sont freinés par des parachutes qui Mhm, peuvent être très efficaces, hein. On utilise ça même, pour le plaisir, hein, pour faire du saut en parachute. On sait que ça freine. mhm. Mais évidemment sur la Lune ou sur Mars, il n'en est pas question. L'atmosphère ne permet pas ça. D'accord. C'est-à-dire que alors, l'atmosphère ne permet pas, c'est-à-dire que l'atmosphère est là, mais elle n'est pas suffisamment importante pour qu'on puisse le Exactement, elle ne faire, peut hein, pas c'est ça? freiner. Ouais, tout à fait. Elle va pas freiner une voile, en fait. Elle va pas soutenir un parachute. D'accord. Il y a pas la densité qu'il faut pour freiner, et donc on doit freiner autrement. Il y a différentes techniques qui sont proposées. Il peut y avoir une des plus simples, c'est des rétrofusées, hein, bien sûr, où la fusée se freine en propulsant, des ergols, contre le sol
Ah ben pour tiens, essayer de faire je une vais, je, pression je vais inverse. je vais te mettre l'image de Voilà, exactement. SETI. Donc là, on a d'abord commencé à freiner avec des parachutes, et Voilà, et ensuite ensuite on complète. on complète avec un aérofreinage. Alors ça, est-ce que ça serait possible avec un vaisseau rempli d'humains? Alors bah, on n'aura pas d'alternative, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre choix que de faire ça. Mhm. Mais évidemment, il faut une puissance et une maîtrise parfaite. Ici, on peut imaginer que le rover peut rebondir un peu, c'est pas trop grave. Une fusée, une grande fusée avec des êtres humains à bord, il faut vraiment qu'elle se pose impeccablement et c'est vraiment très très compliqué. D'accord. On a Anna qui nous dit déjà on se rend pas compte car une tonne c'est énorme pour certains. Là on est clairement dans un référentiel plus gros. Oui, Oui, absolument. parce que en plus effectivement si le vaisseau est plus gros, du coup le freinage doit être plus important, ce qui veut dire que les fusées de freinage doivent être plus grosses, mais ce qui veut dire qu'il faut plus de carburant, ce qui va alourdir la fusée et donc nécessiter des Exactement. fusées plus grosses pour pouvoir la freiner. Et donc là, on est dans un cycle sans fin finalement. Exactement, donc il faut trouver vraiment le bon juste milieu entre le poids de la fusée et la capacité qu'elle aura de se freiner elle-même. C'est compliqué, on ne sait pas faire, on n'a pas encore fait. Il faudra, je pense, quelques essais, avec, toutes les erreurs que ça va impliquer, mais sans humain d'abord à bord. C'est clair que de toute façon, toute exploration martienne est maintenant envisagée avec des vaisseaux cargo qui arriveraient d'abord. On ne va pas directement envoyer les bonhommes, on va d'abord envoyer du matériel. Et donc, on peut envoyer du matériel avec le même type de fusée qui va permettre de tester ces méthodes de freinage avec sûrement des sacrifices dans les premiers envois, hein. On ne sait pas trop D'accord. on a des idées sur comment faire. On peut essayer de freiner en se mettant de travers dans l'atmosphère pour avoir plus de portance, puis que le peu d'atmosphère qu'il y a freine quand même déjà un peu, puis seulement au dernier moment se cabrer et se poser. Mais voilà, c'est vite C'est expliqué avec les c'est- mains, c'est très mais facile à dire. voilà, dès D'accord. qu'on entre dans les détails techniques, ça devient un peu plus J'ai compliqué. Adrien, donc mon collègue Minus69, là, qui précise que l'atterrissage de la mission chinoise de retour d'échantillons lunaires est a priori attendu entre le 10 et le 11 décembre. Voilà, comme ça vous savez, préparez vos agendas. Normalement, on devrait avoir tout ça. Alors, Zatwin R6S nous demande, nous dit effectivement, il faut aussi, avant de survivre à l'atterrissage, il faut aussi survivre au trajet. Avec, Alors alors il nous dit, exactement. avec les rations de survie, avec les conditions de survie et les conditions psychologiques. Je pense que là, il a à peu près résumé tous les problèmes qu'on peut avoir en cours de route, hein, c'est ça? Exactement, et en fait, en écrivant ce bouquin, on s'est rendu compte que le vrai écueil, hein, c'est ce qu'on appelle le facteur humain. Mhm. C'est-à-dire que l'humain n'est pas du tout fait pour ce genre de conditions. On arrive à faire survivre, des humains en orbite, basse, dans la station spatiale internationale pendant plusieurs mois, mais c'est un ravitaillement constant, qui se passe. Il y a quand même un ravitaillement à peu près, tous les mois ou tous les mois et demi qui va ramener, de quoi manger, de quoi boire, de quoi réparer la station, en plus des expériences scientifiques éventuellement. Mais la station spatiale, elle est sous la protection, alors elle est haute dans l'atmosphère, enfin elle est pas, voilà, elle est pas directement au niveau du sol, donc elle est un peu plus haute dans l'atmosphère, mais il y a encore une couche d'atmosphère au-dessus qui peut la protéger un petit peu de la radiation, Mhm. et surtout elle est dans la magnétosphère qui entoure la Terre, qui est une espèce de bulle magnétique qui qui nous protège des rayons cosmiques. Et donc, même dans la station spatiale où il y a ces protections, on voit que les astronautes souffrent de la radiation. Il y a des modifications génétiques qui se passent. Il y a eu des expériences qui ont été faites avec deux jumeaux, hein, dont un jumeau, enfin deux jumeaux qui étaient tous les deux astronautes, et un est resté sur Terre, l'autre est parti dans l'ISS pendant un mois, pendant, que dis-je, un an. Et en fait, au retour, il y avait énormément d'altérations dans son code génétique qui sont directement dues à la radiation. Alors effectivement, tu es en train de montrer là une magnifique image des vestes anti-radiation que la NASA est en train de mettre au point avec une entreprise israélienne.
Donc l'idée, c'est de dire: «OK, on n'arrivera jamais à complètement protéger la capsule». Même une capsule bien protégée, elle peut protéger de la radiation solaire, du vent solaire, elle peut protéger, un petit peu de ces radiations, heu, ultraviolets, X, gamma, mais les rayons cosmiques les pires, ils vont passer tout droit. Et donc il faut en plus d'une capsule protégée, il faut aussi protéger les corps directement. Et donc l'idée, c'est de mettre au point ces vestes. Alors il faut bien se rendre compte, là on voit, hein, la miss, elle a l'air d'être complètement engoncée dans ce truc. Ils vont devoir porter ça 24 heures sur 24, quoi qu'ils fassent, en permanence, parce qu'ils seront en permanence, soumis à la radiation. D'accord, Et donc, ça veut dire que, ils doivent la porter même quand ils dorment, ils doivent la porter même quand ils font du sport. On s'est rendu compte en préparant ce livre que, en fait, un des énormes problèmes qui va se passer, pendant le trajet, c'est que, quand on est hors de la gravité terrestre, notre corps se dégrade. Notre corps, il perd de la masse musculaire, évidemment, ça c'est logique, hein, on fait plus d'efforts pour se mouvoir, donc nos muscles fondent assez vite, mais aussi il perd de la masse osseuse. Et là, donc c'est comme une petite vieille, qui commence à avoir de l'ostéoporose. Eh bien, les astronautes, ils perdent, en un mois ce que la petite vieille va perdre pendant un an, en un an. Donc il y a vraiment une perte de masse osseuse qui est vraiment importante, et pour lutter contre ça, ils doivent faire du sport, et même en faisant du sport, ils n'arrivent pas à complètement compenser la perte, mais ils sont obligés dans l'ISS, ils ont un programme très précis et ils font en tout cas 2 heures de sport par jour. Mais d'accord. vraiment, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà fait, enfin, soulever de la fonte pendant 1 heure, ça, c'est déjà long, mais alors 2 heures par jour, et en plus, ils devront faire ça en portant ces vestes, D'accord. Donc même quand ils font du sport. ces vestes sont là, hein, pour justement protéger, alors du coup, pas forcément tout le corps humain, hein. Là, on est essentiellement sur la Le partie buste, centrale du corps humain. Le protéger des radiations. Alors ces radiations solaires, c'est vrai que le soleil envoie plein de choses. Il envoie de la lumière, visible, invisible, ultraviolet. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui est plus ou moins, quand même arrêté par les plaques de métal qui sont autour du vaisseau. Par contre, le problème vient pas forcément tant des lumières, visibles ou invisibles qu'envoie le soleil, mais plus des particules solaires, hein, c'est ça. Donc c'est ces particules microscopiques qui, elles, peuvent traverser le blindage du vaisseau et venir, Oui, avec le temps, irradier petit à petit les astronautes sur des durées qui sont assez longues. exactement. Le Soleil, il nous envoie aussi, des protons et des noyaux d'hélium qui sont des particules chargées, donc elles font beaucoup de dégâts à cause de ça, et qui sont éjectées avec une grande vitesse du Soleil. C'est ce qu'on appelle le vent solaire, et c'est ce qui nous fait des magnifiques aurores boréales d'ailleurs dans les vers les pôles, hein, c'est très beau. Mhm. Mais quand ça traverse un corps humain, c'est beaucoup moins beau. Et hem Et donc ça, c'est vraiment dangereux, et en plus, le Soleil nous envoie ça, mais il y a aussi, des rayons cosmiques qui sont galactiques ou extragalactiques. C'est-à-dire qu'il y a plein de sources de rayons cosmiques à encore plus haute énergie que ce que le Soleil arrive à nous envoyer. Alors évidemment, il y a une loi qui veut que, comme ça, plus le rayon est énergétique, plus il est rare. Donc on peut se dire qu'avec un peu de chance, ils échapperaient au pire des rayons cosmiques, mais on ne peut pas le dire. C'est une loi statistique, hein, ça, on n'en sait rien. Et le problème avec ces rayons cosmiques très accélérés, des particules chargées très accélérées, c'est qu'en fait, les blindages ne servent à rien, et ils sont même presque plus dangereux qu'autre chose, parce que un blindage en métal, en tout cas, par exemple, ça va, évidemment, le rayon cosmique va frapper ce blindage, et en fait, il va, faire une cascade de particules secondaires. Il va se désintégrer, en fait, au contact de ce métal, mais en faisant une cascade de particules secondaires qui sont tout aussi énergétiques et dangereuses, mais encore plus nombreuses, en fait. Alors, elles D'accord. se répartissent l'énergie, initiale, mais c'est plus une chose très énergétique qui va toucher, peut-être un corps humain, mais toute une cascade qui a encore plus de chances d'atteindre les corps humains. Et donc on va plus vers un blindage de 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 polyéthylène et de substances qui sont très riches en hydrogène, en fait, qui ont le pouvoir de freiner ces rayons cosmiques, en tout cas les moins énergétiques de ces rayons cosmiques, sans faire trop de cascades secondaires. Et donc en fait, on remise le métal, en fait,
au garage parce que c'est pas l'idéal pour, blinder un vaisseau, en fait. D'accord. C'est vrai la dernière fois qu'on discutait, alors cette fois-ci on était parti dans la physique de l'infiniment petit et on montrait effectivement que, lors de collisions de particules, l'énergie contenue dans cette particule pouvait elle-même se matérialiser en particules secondaires, ce qui fait que Oui. 2 simples particules pouvaient générer des dizaines ou des centaines de particules secondaires, simplement à partir de l'énergie colossale qu'elles avaient en elles. Ça, c'était pour les très, très hautes énergies. Et puis on a aussi le fait que les particules primaires, en heurtant les noyaux d'atomes, bah, elles les cassent en morceaux et que c'est tous ces fragments qui. En fait, finalement, c'est pas tant le rayonnement primaire spatial qui pose problème, c'est vraiment le résultat du choc de ce rayonnement primaire contre le vaisseau qui va créer cette douche de particules secondaires qui, elle, va, va se trouver autour des astronautes, hein, c'est ça. Absolument, et en fait, c'est quelque chose qu'on utilise pour étudier les rayons cosmiques. En fait, ils font la même chose dans la haute atmosphère. Ils ont tendance à entrer, s'ils arrivent à entrer la haute atmosphère, ils vont, réagir avec des particules de l'atmosphère, faire ces cascades, et en fait, en étudiant ces cascades qui, elles, sont détectables par des télescopes qu'on appelle des télescopes Cherenkov, on arrive à remonter à la direction du rayon cosmique et à son énergie de base. Donc c'est une technique, enfin, c'est une particularité du rayonnement qu'on utilise pour l'étudier, mais qui évidemment, dans un corps humain, est une catastrophe. Oui, c'est un petit peu moins pratique. Juste, j'étais en train de préparer justement une image justement de ça, avec ces fameuses douches, enfin ces fameuses, oui c'est ça, on peut appeler ça des douches. Cascade, En anglais c'est ouais, des cascades, c'est des showers. Euh, showers, ouais. attends, ne bouge pas, hop, je vais la mettre ici, voilà. Cette cascade de particules Voilà, secondaires tout à fait. qui sont créées à partir de cette première particule qui, elle, a frappé juste un atome du sommet de l'atmosphère et qui, en dessous, va créer toutes sortes de choses que nous, du coup, que nous, on va détecter en bas, mais qui nous intéressent, hein, évidemment, pour remonter à l'origine de la particule initiale qui a tapé sur l'atmosphère. Absolument, et là, on voit une chose qui est, enfin, une particularité qui est très intéressante, c'est que à partir d'un point, ça a fait une douche qui arrose une très large région, en fait. Et D'accord, donc on augmente le risque ou là, on augmente la chance de détecter un rayon cosmique parce que du coup, c'est ce qu'on il cherche. va arroser une région. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Mais dans un vaisseau spatial habité, on va augmenter le risque de toucher un astronaute. D'accord. Alors, j'ai un certain nombre de questions, hein, de personnes du chat qui, pendant que tu parlais, qui ont posé des questions. Alors justement, on parlait du fait que on avait déjà un problème avec toutes ces particules, mais l'un des facteurs, c'est aussi le temps pendant lequel on va être pendant le voyage soumis à cette irradiation permanente de particules. Et justement, Général Lee demandait combien de temps ça prend pour aller sur Mars. Oui, alors 8 mois, c'est long, c'est la fourchette très haute. En principe, on compte plutôt 6 à 7 mois. Évidemment, avec un vol habité, on peut imaginer qu'on va essayer d'accélérer ce temps parce que c'est vrai que c'est la partie la plus dangereuse de toute l'expédition. D'une part, parce qu'on est en microgravité, ou même en absence de gravité, et donc il y a tous ces problèmes de dégradation du corps humain dont j'ai parlé. Donc on veut essayer vraiment de limiter le temps. Et puis, tous les problèmes de radiation qui sont évidemment, bien plus dangereux dans l'espace. Vraiment que même sur Mars, il y a quand même une toute petite protection, même si l'atmosphère est légère, il y a une toute petite protection, et la nuit, en principe, c'est le corps de la planète qui nous protège du rayonnement solaire, pas du rayonnement cosmique. Lui, il continue de passer, Dans tous les sens. largement dans tous les sens, mais on reçoit un tout petit peu moins de radiation. On compte en gros que les 2 fois 6 mois de voyage vont valoir à peu près les 2 ans sur place, de radiation. Donc sur Mars, la radiation, elle est à peu près 2 fois moindre que dans l'espace. Donc effectivement, c'est le voyage qui est le plus dangereux à ce niveau-là. C'est le voyage qui est le plus dangereux pour les corps humains, comme je l'ai dit, parce qu'ils vont perdre justement de la masse musculaire, de la masse osseuse. D'accord. Heu, je ne sais pas si vous avez déjà vu, les retours sur terre d'astronautes, après 6 mois sur l'ISS. Heu,
tu m'avais envoyé Voilà, j'ai envoyé un lien sur, le retour. un lien. Alors, On va j'espère voir que si ça ça va marche. fonctionner. On va aller voir ça. Hop, voilà, c'était celui-ci. Euh, Allez, je vais mettre l'extrait vidéo, tu me diras quand on peut l'arrêter. Oui. Donc là, on va voir la capsule qui descend et donc elle est bien freinée par son parachute, mais en plus, le parachute le poids de la capsule est trop grand pour que And you le see that parachute puff la of pose en smoke, that means douceur. the Donc on soft verra, landing engines au have moment où fired vraiment and elle the se capsule is pose, on the sur ground. terre, il lance After un a petit coup de wild rétrofusée, hein. Il y a une petite 6-hour ride, the explosion Soyuz pour capsule freiner carrying le Saint-Jacques and choc, two avec le other crew sol. Donc members touched down in on Kazakhstan voit late last Est-ce que night. tu la vois? Saint-Jacques was carried oui, from the moi je vois pod, bien, feeling the pull of D'accord, gravity for the tu first voyais la time mais vidéo. in Ok. months. je sais pas si elle marche en revanche. Alors moi, je l'ai lancé. Après, tu On ne va la voir vois si pas? ça bouge. Je sais pas si ça bouge, oui peut-être. Alors, NASA says the crew are all in good health and headed to on a Houston to get peut-être checked un out. souci It avec was a cette vidéo. mission of Est-ce que vous milestones voyez for la Saint-Jacques vidéo and the se Canadian lancer ou space est-ce que program. tout est He immobile? performed his first Tout est spacewalk. immobile. We watched Ah that zut. right here. And who could Eh ben forget écoute, that cosmic catch with the je crois qu'on a Canadarm2? un petit He's souci in the avec record books cette also for the vidéo. longest single spaceflight by a Canadian, Peut-être que tu peux juste 254 faire days, des and step more than motion à la limite, parce que 32 c'est ça qui est orbital intéressant, orbits c'est around finalement. the planet. Si tu vas chercher, Alors, tu veux dire faire une capture d'écran, c'est ça? ouais, ou juste si tu cliques sur un endroit de la vidéo, ça devrait afficher la Ride the photo. Alors c'est ce Soyuz que je suis en train de faire là. Ouais, il y en a qui disent qu'ils entendent, hein, ils entendent le Ils entendent, commentaire. mais par contre au niveau de l'image, moi mon image elle bouge, alors que vous, visiblement, elle ne bouge pas. Flûte de zut. Bon, écoute, c'est pas grave. C'est pas grave, ouais. Je vais faire quelques petites captures. En fait, ce qui comptait, enfin, l'idée là, c'était vraiment de montrer que les astronautes avaient de vrais problèmes au retour, hein, c'est ça. Voilà, exactement. En fait, quand ils redescendent après 6 mois sur l'ISS, ils sont incapables de sortir de leur capsule tout seuls. Au sol, il y a toute une équipe qui les extrait de leur capsule, et on voit qu'ils ne tiennent pas debout. Il y en a qui sont carrément malades, hein. Il y en a un qui vomit dans un petit sac à un moment donné. Heu, ils n'arrivent pas à tenir debout, ils n'arrivent plus à marcher pendant plusieurs ils mettent plusieurs jours à réarriver à marcher et plusieurs mois à vraiment récupérer entièrement leur force. D'accord. Et ça, bah, voilà, on est sur Terre, il y a toute une équipe pour les extraire. Là, on voit justement, l'extraction d'une des Ah bah ça astronautes. y est, ça a marché. Et Mais, sur Mars, il y aura pas de comité d'accueil. Donc comment vont-ils faire? Alors avec un squelette fragilisé qui fait que, s'ils risquent une fracture de la hanche, s'ils font un faux pas, ils ont personne pour les aider à sortir, ils vont pas tenir debout. Et donc pour moi, il y a des problèmes, physiologiques qui sont carrément, pratiquement enfin, qui me semblent très, très compliqués à surmonter. Là, les astronautes, ils ont fait 2 heures d'exercice par jour pendant 6 mois. Donc c'est pas faute d'avoir exercé leurs muscles et leurs, et leurs os, en fait. Alors oui, quelqu'un parle ah, de Pierre Ménès propose des exosquelettes, oui, c'est possible, mais même un exosquelette, il faut quand même tenir debout et leur oreille interne après quelques mois en absence de gravité, elle est complètement au pif, hein, donc il y a plus de haut et de bas et ils se sentent vraiment très mal. est-ce qu'il pourrait pas être aidé aussi par le fait que la gravité sur Mars est plus faible que la gravité terrestre, et que Alors, donc elle est un leur peu plus faible, hein, ça c'est sûr. Je suis pas sûre que ça suffise à faire ce qu'ils se sentent bien et qu'ils récupéreront sans doute un peu plus vite. Mais c'est quand même passé de l'absence de gravité, enfin de la micro-pesanteur à une certaine pesanteur. Et pour l'oreille interne, ça c'est terrible. D'accord. Alors tout à l'heure, au tout début, hein, quelqu'un proposait d'utiliser des portes des étoiles, hein, comme on a dans les séries, pour passer instantanément de la Terre à Mars. Ça, ce Alors, serait parfait. je crois que vous travaillez, hein, dessus, un petit peu en secret, on peut pas trop en parler pour l'instant. Ça, on peut pas en parler. Mais mis à part effectivement la science-fiction, c'est vrai qu'on est aussi gêné, je vais remettre le petit graphique qu'on avait tout à l'heure, on est aussi gêné par la mécanique spatiale, parce qu'effectivement on ne peut pas partir n'importe quand pour Mars. C'est-à-dire qu'on est aussi Exactement. limité par des moments où on peut ou des moments où on ne peut pas aller sur Mars. Exactement et c'est pour ça on va être obligé en quelque sorte de rester, 2 ans sur place et de faire donc un voyage qui va durer 3 ans en tout.
parce que, il faut évidemment on peut pas, voyager quand les planètes sont beaucoup trop éloignées. On est obligé d'attendre un moment propice. On voit sur ces schémas que voilà, même si la Terre et Mars sont proches à un moment donné, on se rend bien compte, hein, dans le ciel, on voit Mars que tous les 2 ans. C'est pas pour rien. C'est D'accord. parce que, on tourne autour du Soleil avec des vitesses différentes et que donc, la Terre fait le tour en 1 an et Mars en un peu plus de 2. Et Mhm. donc on est à des moments, on est vraiment, à l'opposé du Soleil l'un et l'autre. Et donc c'est pas du tout dans cette configuration-là qu'il faut lancer un voyage, vu qu'on a vu en plus le voyage, c'est vraiment le moment le plus dangereux, donc il faut que ce Tiens, voyage soit le plus court possible. tiens, Voilà, là il y a une voilà, je une te le remets, je viens de le retrouver dans mes excellent, archives. ouais. Ouais, Donc effectivement, on voit que le temps pour que la Terre et Mars soient l'une à côté de l'autre, eh bien, il faut deux rotations de la Terre, enfin deux révolutions de la Terre autour du Soleil. Donc, absolument. c'est-à-dire que pendant 2 ans, nos astronautes sont totalement livrés à eux-mêmes sur la planète Mars. Oui. Alors après, on a peut-être l'option que à peine arrivés, ils repartent, alors que la Terre s'éloigne déjà. Peut-être que ça c'est possible, mais ça veut dire juste toucher le sol et repartir immédiatement derrière. Oui et ça demande aussi enfin de toute façon, ça va impliquer un voyage de retour beaucoup plus long et donc de toute façon, ça va être, ça c'est pas une option qui est envisageable pour des vols habités, en fait. D'accord. En Et plus, puis, bon, on va pas faire tout ce tralala pour qu'ils passent, 2 semaines sur place, et ouais, qu'ensuite ils repassent, quasiment 1 an et demi dans l'espace, en grand danger, d'accord. constant. Et justement, Pénélope Six nous demandait tout à l'heure justement, est-ce que les premières missions humaines sur Mars seront des allers-retours ou juste des allers simples? Alors la NASA n'a aucun plan d'aller simple, elle s'engage à ramener ses astronautes. Il y a comment appeler ça? Des optimistes? Des projets de ouais, ouais ou des tr enfin des non, je vais pas m'exprimer. Hem, il y a des gens qui proposent, des allées simples en disant que oui, on va coloniser Mars. Mais ces gens-là se gardent bien de dire comment ils vont faire survivre les gens là-bas. Mhm. Et alors évidemment, si des gens sont prêts Se sacrifier, à en faire fait, un c'est ça. aller simple, à se sacrifier, alors bon, pourquoi pas, hein? Il y a sûrement des gens qui se disent que c'est une belle manière de mourir, en découvrant quelque chose. En revanche, moi, ça me ferait extrêmement souci parce que ce qu'on n'a pas encore parlé, mais qu'un de vos un de nos auditeurs, a mentionné les problèmes psychologiques pendant le voyage, hein. Si vous voyagez avec des gens qui n'ont tellement rien à perdre qu'ils vont pour mourir là-bas, j'ose pas imaginer ce qui peut se passer pendant le voyage. Ah oui. Faut savoir que les gens vont être dans un confinement extrême, une absence de jour-nuit qui est très difficile psychologiquement. La planète Terre qui s'éloigne, plus les communications de plus en plus difficiles, heu, beaucoup de pression parce que la moindre erreur peut être fatale et Oui, donc la moindre défaillance, même si on voit qu'un de l'équipe qui commence à péter un câble, bah, ça peut mettre, un terme à toute la mission, dramatiquement et donc il y a une pression qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas recréer. Il y a eu des tentatives, hein, de faire il y a l'initiative Mars 500 où on enferme des gens pendant 500 jours. je vais mettre une image. J'avais prévu, regarde. Tac! Ah génial! C'était complètement Tu prévu. plus prévoyant que moi. Et donc mais si on regarde, voilà, déjà les lieux où ils sont, c'est très joli, c'est boisé, c'est grand, il y a de l'espace. Il faut bien se rendre compte qu'une capsule, qu'on va envoyer sur Mars, ça va pas du tout ressembler à ça et surtout, sur Terre, c'est impossible de reproduire la pression que les gens vont subir. Là, ils sont juste isolés et ils doivent faire des trucs, régulièrement pour simuler, des tâches d'astronautes, mais ils ont aucune pression et ils savent très bien que s'ils pètent un câble, il y a une porte qui s'ouvre et ils sortent. Mhm. Or, dans une vraie mission, ce n'est absolument pas le cas et cette impossibilité de s'extraire d'une situation avec des tensions extrêmes, au niveau psychologique, c'est vraiment difficile et donc si on envoie des gens là-bas qui sont prêts à tout perdre pour aller là-bas, je n'ose pas imaginer ce que ça peut donner au niveau psychologique. À D'accord. mon avis, ça dure,
même pas au 3e mois, il y a plus personne de vivant là-dedans. Donc en fait, il s'agit du coup plus de ne pas faire de missions suicides, de prévoir des missions aller-retour, mais évidemment, le retour implique, beaucoup plus de choses à préparer. C'est-à-dire que Alors le problème du retour, c'est que sur place, on n'a pas de quoi construire la fusée de retour. non, alors il faut que la fusée soit capable de repartir et les plans, c'est qu'elle fabrique ses ergols, donc son fuel, elle le fabrique sur place Et ça, ce et serait donc possible? ça, on sait pas encore faire, mais on a des idées sur comment faire et il y a des tests qui vont être lancés. Là, la sonde Persévérance qui est partie, cet été, elle va déjà tester pour savoir si elle arrive à récupérer de l'oxygène, à partir de l'atmosphère. Cet oxygène, évidemment, il est nécessaire pour les astronautes, hein. Les astronautes, ils peuvent pas juste respirer comme ça sur Mars, on doit leur fournir l'oxygène et si on doit emmener, 3 ans d'oxygène dans les coffres, Oui, c'est juste pas possible. c'est pas possible et en revanche, et en plus, l'oxygène peut servir d'ergol, en fait, pour les fusées. Donc l'idée, ce serait de mettre au point une fusée, c'est le projet Starship, c'est de mettre au point une fusée qui fonctionne avec de l'oxygène liquide et qui donc peut faire le plein, en fait, directement sur Mars. Mais il faut pour ça, savoir extraire cet oxygène et en suffisante quantité et donc il y a des tests qui sont en cours, mais pour le moment, voilà, c'est au stade de test. D'accord. Tu parlais tout à l'heure donc du robot Persévérance, qui est donc, je rappelle, un robot américain, hein. C'est le grand frère de Curiosity, qui se trouve déjà actuellement là-bas, qui lui ressemble d'ailleurs énormément, qui est en cours de route vers Mars et qui va arriver. Donc il ressemble beaucoup avec les 6 roues, avec la tête et le laser, avec le petit réacteur thermonucléaire derrière, enfin à radioisotope. Et, et par contre, le changement aussi de cette mission, c'est, si je ne m'abuse, corrige-moi si je me trompe, mais Persévérance va essayer de récupérer des échantillons du sol martien, alors que Curiosity ne le fait pas. Et donc, si tout va bien et si Persévérance arrive à récupérer des échantillons de sol, il est prévu, je crois, que plus tard, peu de temps après, eh bien, une autre mission puisse retourner sur Mars et cette fois-ci récupérer ces échantillons de sol martien pour justement les renvoyer en orbite dans une sonde orbitale qui ramènerait tout ça sur Terre. Donc là, on est vraiment dans les tout premiers tests d'aller-retour. Sauf que là, c'est quelques centaines de grammes qui font le retour. Voilà, tout à fait. Et puis, c'était un test qui est absolument indispensable parce qu'actuellement, on connaît très mal les propriétés physiques de la surface de Mars. On sait qu'elle est recouverte d'un régolithe, hein, cette espèce de poussière de silice, de poussière de roche, un peu comme la Lune. On sait que ce régolithe est bourré de perchlorate, qui est un polluant extrême, hein, donc il n'est pas question de... Enfin, il faut vraiment s'en protéger quelque part. Mhm. En revanche, on sait aussi que si on veut faire survivre des gens sur la planète, il faut vraisemblablement qu'on puisse, aussi se protéger du rayonnement et donc construire des abris. Une des idées, c'est de construire ces abris avec le régolithe, en fait, de faire des briques de ce truc et de construire des espèces d'igloos, Excuse-moi, c'est heu moche, mais j'avais prévu que tu en parlerais. Je suis allé chercher ah ça juste super! avant. Tac. Voilà. Ouais, Est-ce que ça, voilà est-ce et que puis ça te va, ça? l'autre exactement et l'autre solution, c'est d'utiliser des tunnels de lave. On a ça sur Terre, mais du fait de la gravitation terrestre, les tunnels sont plus petits. Mais quand la lave s'écoule, l'extérieur du flux se refroidit plus rapidement que l'intérieur et donc parfois ça peut former des tunnels comme ça. Et ces tunnels, bah, ce serait l'idéal en fait pour protéger, une équipe, dedans. Mais disons, pour ça, il faut qu'il y en ait, il faut qu'ils soient assez grands et solides pour, pouvoir s'y installer. On ne sait pas trop. Donc, une des options justement, c'est de vraiment construire ces abris avec le régolithe. Parce qu'évidemment, on ne peut pas aller emmener du béton, sur Mars, hein.
On sait à quel point le moindre gramme dans l'espace est cher et compliqué à amener. Et donc, on est obligé de construire avec les objets sur place. Mais on ne sait pas du tout comment se comporte ce régolithe. On a deux, trois idées sur le régolithe lunaire, hein. Il y a un peu des tests qui ont été faits pour savoir si on arrive à faire des briques, ou à le compacter, puis à utiliser ça. Le Mhm. régolithe martien, on n'a aucune idée de comment il se comporte, et donc il faut d'abord faire des tests. Et aussi, il y a tout un programme, évidemment, pour faire des analyses chimiques de ce régolithe pour s'assurer qu'il ne soit pas plus dangereux que juste bourré de perchlorate, ce qui est déjà pas très drôle. D'accord. Mais parce qu'avant d'envoyer justement des hommes là-bas qui risquent d'être en contact avec cette substance, il faut s'assurer qu'il n'y a rien de trop néfaste en fait. Alors, on a Pénélopsix qui demandait pourquoi est-ce que Mars est devenu une planète sèche, aride, comme ce qu'elle est maintenant. Alors en fait, la présence d'eau liquide, c'est pas seulement une question de température, hein, c'est aussi une question de pression au sol. Il faut qu'il y ait une certaine pression pour que l'eau reste liquide. Et si on n'a pas cette pression, elle est soit sous forme de glace, soit sous forme de gaz, mais elle va pas être liquide en fait. Elle va jamais passer par le stade liquide. Et Mars avait sans doute une atmosphère moyennement épaisse. La question reste de savoir si elle était suffisamment épaisse pour avoir vraiment de l'eau liquide, des océans d'eau liquide. En revanche, sans doute qu'elle avait de l'eau qui était liquide par moment. En revanche, elle est trop légère. Mars est trop petite pour garder cette atmosphère. Il faut une certaine attraction gravitationnelle pour que l'atmosphère reste autour de la planète. Sinon, le mouvement des molécules, l'air, c'est des molécules en mouvement, et ce mouvement peut dépasser ce qu'on appelle la vitesse de libération, et donc elle va s'échapper de la planète. Et donc, pour avoir de l'eau liquide, il faut cette combinaison d'une atmosphère suffisamment lourde et d'une température clémente. Et en fait, la très faible atmosphère de Mars, elle est bourrée de gaz à effet de serre. Donc, si elle arrivait si ce gaz à effet de serre arrivait à être efficace, il pourrait faire chaud et enfin, doux sur Mars. Mais il n'y a tellement pas de pression au sol que ça ne suffit pas. Et on pense qu'en plus, j'ai vu que dans le chat, effectivement, la notion est arrivée, l'absence de champ magnétique autour de Mars a encore accéléré l'érosion de l'atmosphère parce que un champ magnétique va protéger contre le vent solaire et va donc éviter une partie de l'évaporation d'une planète, de l'atmosphère d'une planète. Et si Mars n'a plus de champ magnétique, c'est parce que justement elle s'est refroidie au point Voilà, elle est de toute figer petite. son noyau, hein. C'est-à-dire que sur Terre, s'il y a un champ Oui, magnétique, c'est parce que le noyau terrestre tourne indépendamment de l'extérieur et crée un champ électrique, un courant électrique, un champ magnétique, et tout ça est figé dans Mars. Donc Mars est complètement figé, c'est ça, hein. elle est plus ou moins inerte, oui, tout Ouais. à fait. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que jusqu'à présent, on n'a pas détecté de tremblement de Mars comme on a sur Terre, parce elle est beaucoup plus figée que la Terre. Elle n'a pas une dynamique aussi importante que l'intérieur terrestre, qui lui est resté encore très chaud. Alors, il y a des secousses. Il y a des secousses qui sont dues déjà à l'écrasement de météorites qui font des petits séismes. Et puis, il y a des zones du sol qui tout d'un coup vont s'effondrer. On voit la vallée Marineris, c'est vraiment typiquement une vallée d'effondrement. Mhm. Et donc, il arrive que le sol, tout d'un coup, s'effondre. Et donc, là, ça fait aussi des petits tremblements. D'accord. Donc, il y a des sismographes qui ont été installés par certaines sondes, et on a pu détecter aussi par des observations en orbite, je veux dire, on a pu détecter comme ça des petits séismes, mais pas dus comme chez nous. On n'a pas, les volcans sont inactifs et il y a plus de mouvement, il n'y a pas de tectonique des plaques ou des choses comme ça. D'accord. On avait Pierre Ménès qui demandait si justement tu parlais de récupérer de l'oxygène à la fois pour respirer mais pour s'en servir comme carburant pour les fusées pour repartir, qui Oui. demandait s'il était possible de récupérer de l'oxygène à partir de la glace qui se trouve sur Mars. Oui, alors tout à fait. C'est même alors donc si on continue encore plus loin dans les projets un petit peu délirants, il y a ces fameuses idées de terraformer Mars.
parce qu'effectivement, on peut pas imaginer que l'être humain puisse vivre sous cloche en permanence, dans un milieu complètement hostile, sans eau liquide. Enfin, c'est juste pas imaginable, quoi. Et donc, il y a cette idée de dire, bah, il suffit de terraformer Mars, hein, où est le problème? Ce qu'on se rend pas compte, c'est que la Terre s'est terraformée en plusieurs milliards d'années. Il a fallu plusieurs milliards d'années pour que la Terre développe l'atmosphère qu'elle a. Et elle a la masse suffisante pour la garder. Mais on entend des gens proposer que oui, si on pulvérise les glaces de Mars, on va y avoir, comme ça, on va alourdir l'atmosphère martienne. Or, en fait, si on fait l'analyse des quantités qu'il y a dans les glaces, et même dans le sol, hein, il y a de la glace dans le sol qui est, qui est, euh, qu'on pourrait imaginer aussi de pulvériser, même si on arrivait à pulvériser l'entièreté de l'eau qu'il y a sur Mars, on n'arriverait pas encore, on doublerait l'atmosphère martienne, et ça veut dire qu'au lieu d'être 0,6%, elle deviendrait 1,2% celle de la Terre. Donc il y aurait toujours cette immense différence de 99% à rajouter. Enfin, il faut pas juste doubler l'atmosphère, il faut la centupler. Ouais. Et là, Et ça, ça, c'est pas possible. Il n'y a pas la matière sur Mars. Il n'y a tout simplement pas la matière. Et il n'y a pas la masse qu'il faut pour la retenir. Donc, terraformer, on oublie. Ça, c'est vraiment science-fiction totale. d'accord. Alors ça fait pas plaisir, hein, évidemment, parce que c'est ce qu'on aimerait, mais du coup au moins c'est un petit peu plus réaliste. Alors justement, j'avais Orion qui demandait quelle région de Mars, à ton avis, serait la meilleure pour atterrir si on envoyait des humains sur Mars. Il faudrait aller de quel côté? Plutôt vers l'équateur, plutôt vers les pôles, plutôt vers des zones vallonnées ou montagneuses? C'est quoi, hein, les bons critères? Alors, je suppose que si on arrive à envoyer des gens, la raison d'envoyer des gens, ce serait d'essayer de pouvoir découvrir si Mars a pu abriter la vie. Et donc, je pense qu'ils vont faire ça, ils feraient ça dans des zones où on peut suspecter qu'il y a eu de l'eau liquide pendant suffisamment longtemps. Donc, des zones où vraisemblablement il y aurait eu un océan ou une mer ou un lac ou quelque chose qui aurait peut-être pu permettre à la vie d'émerger. C'est clair que par rapport aux réserves d'eau, l'idéal, ce serait les pôles. Par rapport à repartir de Mars, l'idéal, ce serait l'équateur, parce que c'est quand même là que la gravité est un tout petit peu moindre. Donc voilà, je ne suis pas une spécialiste à ce niveau-là pour vous dire exactement quel site serait mon favori. D'accord. mais, mais voilà, il y a plusieurs choses à prendre en compte, hein. Qui sont parfois antagonistes. Qui sont parfois antagonistes. Si on prend en compte la nécessité de s'abriter et qu'on se rend compte que le régolithe permet de rien construire parce que c'est des petites billes qui ne seraient pas possibles, ben voilà, il faudrait trouver un endroit où il y a un tunnel de lave adéquat qui puisse permettre aux astronautes de s'abriter. Euh, voilà, c'est ce genre de considérations qui vont devoir être prises en compte. Alors tu parlais tout à l'heure de la composition du sol martien. Est-ce qu'on connaît un peu cette composition? Tu disais que il y avait Donc, c'est des essentiellement de la perchlorates, c'est silice. quoi ça? Ouais. Les perchlorates, c'est une espèce de substance chimique qui se forme à cause du rayonnement, en fait, qui heurte les roches. Et c'est quelque chose qu'on a sur Terre aussi, mais en quantité relativement limitée et qu'on contrôle, en fait, qu'on essaye de limiter encore plus quand il s'agit d'agriculture ou d'eau potable. Mais ils en ont détecté dans le régolithe, ils ont détecté des traces de ça. Euh, et donc, un des rôles des échantillons de persévérance, ce sera justement de mesurer la quantité de ces perchlorates. Un des problèmes avec le régolithe martien, c'est que c'est typiquement le genre de substance qui donne la silicose des mineurs. Donc, c'est vraiment une substance qu'il faut garder très loin des voies respiratoires des astronautes. Ça demanderait du coup de faire vraiment un sas complètement hermétique entre l'intérieur des habitations et les combinaisons spatiales que les astronautes pourraient enfiler. En fait, ils devraient
jamais ramener leur combinaison dans la maison. Il devrait y avoir un sas, en fait, qui va directement de la maison à la combinaison, sans contact, avec l'extérieur pour pas risquer d'avoir cette poussière dans les maisons. D'accord. Une petite question totalement innocente, bien sûr. Est-ce que Matt Damon pourrait faire pousser des patates dans le sol martien? Alors, Totalement Matt Damon innocente. l'a fait. Si Matt Damon l'a fait, c'est que c'est un documentaire, hein, c'est que ça marche. C'est ça. Non, alors en fait, si on pouvait faire ça, il y aurait plus de problème de faim dans le Sahara. Ça ferait longtemps qu'on ferait pousser des trucs dans le Sahara. S'il suffisait d'un petit peu d'excréments humains et de patates. Ouais, d'accord. Heu, non, il faut pour pouvoir faire pousser des choses, il faut beaucoup plus que juste, du sable, de la silice et il faut de l'humus, en fait et l'humus, c'est constitué de micro-organismes, de champignons, de Bactéries? micro-organismes, de bactéries, de plein de choses et c'est grâce à ça que les plantes peuvent pousser, en fait. Alors certaines, je vois qu'effectivement Ah General oui, Lee, on a Gérald Lee note qui a une remarque très qu'il y a intéressante, des qu'on effectivement. fait pousser des salades sur la station internationale, tout à fait. Certaines plantes, on peut faire du hors-sol, hein, on est bien d'accord, on trouve des tomates hors-sol, dans les magasins, donc c'est quelque chose pour certaines espèces végétales, ça peut marcher, mais de loin pas toutes et donc et les patates, par exemple, je crois que personne n'a essayé de faire des patates hors-sol, en l'occurrence. Donc oui, Je on peut faire de la salade, mais on peut pas se nourrir de salade, donc c'est pas ça suffit pas. Ça peut faire un complément alimentaire avec un petit peu de verdure fraîche pour nos astronautes, mais ça suffit de loin pas, donc ça veut dire que les astronautes doivent partir avec des réserves de nourriture pour leurs 3 ans. Oui et puis la salade qui pousse dans la station spatiale, elle pousse pas directement sur le mur métallique de la station. C'est-à-dire qu'on a quand même amené de la terre on a amené du sol de la terre avec un T minuscule, depuis la terre avec un T majuscule. Et on va pas se trimballer 50 tonnes de terre pour aller sur Mars. Donc c'est aussi le Alors problème. ils étudient même, ils étudient une technique qui s'appelle l'aéroponie, où en fait on fait pousser les plantes directement dans une espèce de brouillard de particules d'eau, en fait, de brouillard d'eau avec, des Ah oui, avec du nutriments gel. ou alors dans du gel, Ouais. effectivement. Donc on essaye il y a des techniques qui sont développées, hein, pour essayer de se passer de terre, mais il faut bien se rendre compte que oui, on peut faire pour quelques espèces. La batavia, ça va bien, les tomates, ça va, mais imaginez, on pourra plus faire de vin. Le vin sans la tête non mais vous êtes français, Plus, plus de vous pouvez pas fromage, imaginer, aucun Français ne devrait rêver d'aller sur Mars, ce serait un cauchemar total. plus de fromage, plus de fondu, plus rien. Voilà, C'est ouais. catastrophique. Pour moi, la fondue, c'est rédhibitoire, hein, ça, c'est Oui, pas possible. donc on est d'accord, tu ne ferais pas partie des volontaires pour y aller, hein. Comment Si on dire? n'avait pas Non, encore compris ça, c'est non, c'est pas toi. D'accord. clairement. Alors, on a parlé de plein de manières pour les astronautes de mourir de manière abominable. Tiens, d'ailleurs, Anna tout à l'heure demandait, on disait que ces rayonnements là pendant ces 8 mois de voyage étaient dangereux pour la santé. Et Anna demandait qu'est-ce que ça provoque. Alors effectivement, est-ce que ça donne la grippe? Est-ce que ça donne, c'est quoi le danger de ces rayonnements? Alors le danger, c'est évidemment le danger majeur qu'on craint, c'est évidemment le cancer, dans un cas et c'est pour ça que ces vestes anti-radiation qu'on montrait au début, elles protègent essentiellement les organes les plus sensibles, au cancer, en fait. Elles protègent le côlon, elles protègent le pancréas, elles protègent, la oh, dans la colonne vertébrale, Ah, la moelle la moelle épinière. épinière, ce genre de choses. Donc ils ont prévu vraiment de protéger les zones les plus sensibles, par rapport à ça. D'accord. Mais d'une manière générale, en fait, plus vous avez des lésions, le corps, il est assez bien fait, hein, il est prévu pour essayer de réparer les problèmes, de Cellulaire. de de cellulaire, d'ADN et tout ça. Mais évidemment, ça lui demande beaucoup de travail. Donc vous avez un vieillissement prématuré qui va se faire simplement à cause de ça et des dégâts, on ne sait jamais quel genre de dégâts ça peut faire, hein. Vous mettez votre corps sous une pression, vraiment difficile, en fait, on va dire. D'accord. Ouais, la thyroïde aussi, La thyroïde effectivement. aussi. Ça, c'est un des On disait donc du coup plein de manières. Alors,
de mourir en allant sur Mars, en imaginant que le décollage se passe correctement. On a les problèmes psychologiques, simplement nos coéquipiers qui peuvent, dans certaines circonstances de panique, être peut-être nos pires ennemis. On a le rayonnement solaire, on a tous les problèmes éventuels en cours de route de fuite d'oxygène, etc. Arrivé sur place, on a toujours ce problème de rayonnement solaire qui est à peine atténué. On a les conditions extrêmement hostiles. La température, on a oublié de parler de la température sur Mars. Parce que souvent au planétarium, quand je parle avec les petits, les enfants qui viennent me voir, je commence par leur demander quelle est la couleur de Mars. Alors ils savent tous que c'est rouge. Et après je leur demande quelle est la température sur Mars. Et donc comme Mars est rouge, ils me disent bah, il fait chaud. Mars est Du coup chaude. on sait que c'est un désert. Si c'est rouge, c'est chaud. Ouais. Et en fait, non, c'est très très froid. Donc on a en plus ce problème de température. Il fait moins 60 degrés en moyenne. Le problème de la chimie du sol qui est abominable. Et justement, tout à l'heure, on avait une autre question, parce qu'il y a encore un autre moyen pour que ça se finisse mal, Pénélope 6, pardon, qui demandait si l'atmosphère de Mars est suffisante pour protéger de la chute de météorites. Non, alors clairement pas. Sur Terre, on a l'avantage d'avoir une atmosphère épaisse qui nous protège de tout ce qui est en fait, tout ce qui est plus petit qu'un autobus, à peu près, se désintègre avant de toucher le sol. Alors, ça peut se désintégrer en faisant des dégâts. On avait vu, il y a eu une météorite comme ça qui a explosé assez bas, juste au-dessus d'une ville où est-ce que c'était? En À Ukraine. Tcheliabinsk, Oui, voilà, tout à fait. exactement. J'ai honte, je ne sais pas où c'est, mais voilà. Et effectivement, ça a cassé des vitres et ça a fait des dégâts matériels, Mhm. mais ça n'a pas touché le sol, ça n'a pas fait de gros dégâts. En revanche, de loin en loin, il y a des choses plus grosses qui tombent et on sait bien hein, que la fin des dinosaures et le début des mammifères, enfin, la floraison des mammifères, on va dire, est liée à une catastrophe de ce type. Mhm. Et évidemment, sur Mars, avec seulement 1/100 hein, de la masse, vous avez beaucoup plus de choses qui vont tomber sur le sol. Ça va freiner beaucoup moins les météorites. Et Mars est plus proche de la ceinture de météorites, donc on peut imaginer qu'il y en a plus dans la région. Évidemment, elle est aussi plus proche de Jupiter, qui attire beaucoup par sa masse, mais disons, c'est pas. Oui, il y a plus de dangers de météorites encore que sur Terre. D'accord. Donc on a aussi ce problème effectivement de chute. En fait, ce qui empêche de freiner le vaisseau empêche de freiner les météorites. Enfin, il n'y a pas de raison que ça se passe Oui, différemment absolument. pour l'un et pour l'autre. Donc ça Oui, reste quand même absolument. d'accord, Mm. des grands problèmes. Euh, Ça n'empêche pas de continuer à explorer la planète Mars, hein, même si on n'envisage pas forcément raisonnablement d'y envoyer des humains pour tout de suite. Orion là nous disait, la Chine arrive aussi à grands pas après le quasi-exploit avec Chang'e 5 pour la Lune. On attend pour Mars la sonde Tianwen 1 pour 2021. Oui, C'est qui est vrai qu'en parti ce cet moment, été. voilà, il y a 3 missions martiennes qui sont actuellement en cours. Il y a la mission américaine avec Persévérance, il y a la mission chinoise, et puis il y a aussi les Émirats arabes unis qui Mhm. ont envoyé un orbiteur, et toutes ces 3 missions sont en cours autour de Mars. Donc Oui, effectivement, ça reste quand même la planète sur laquelle on a le plus et on continue le plus à envoyer des robots, des sondes pour pouvoir l'étudier. Donc ça reste une planète intéressante. c'est une planète fascinante. Et l'exploration, moi enfin, je suis enthousiaste de l'exploration robotique qu'on peut y faire. Une des immenses questions qu'on a par rapport à Mars, c'est justement, est-ce que la vie a pu émerger sur Mars? Et en fait, pour moi, c'est même la raison pour ne pas envoyer d'humains, même pas des explorateurs pour 3 ans. Parce que, d'une manière générale, quand on envoie des sondes qui vont atterrir sur un corps, on a, par une charte signée par tous les pays qui ont une puissance spatiale, on doit les désinfecter, les stériliser au plus haut degré pour justement ne pas risquer de répandre les bactéries terrestres dans le système solaire et qu'on ne puisse pas répondre à cette question en fait, parce qu'on on aurait pollué partout avec nos bactéries. Et donc, envoyer des humains sur Mars, c'est envoyer des bactéries sur Mars. Et c'est justement, pour moi, la pire erreur qu'on pourrait faire, même si euh, on pense qu'effectivement, rechercher la vie, ce serait plus facile si on pouvait envoyer des bonhommes parce qu'ils sauraient réfléchir en temps réel
à où aller creuser. Ils pourraient faire des analyses plus complexes, plus directement, mais c'est en même temps, saboter le travail, en fait. Et je donne souvent l'exemple de la ville de Troie, qui était un graal, archéologique en fait, et un archéologue amateur, Schliemann, a plus ou moins compris où elle devait être. Il a trouvé, l'endroit où Troie pouvait être et il a creusé comme un fou pour arriver à la couche, où la Troie antique devait se trouver, et en faisant ça, il a saccagé complètement toutes les traces postérieure. Alors évidemment, c'était pas la Troie mythique, mais c'était un site archéologique exceptionnel avec un trésor, pas possible, et il a juste saccagé tout droit pour, aller trouver Troie. Et en fait, pour moi, envoyer l'être humain sur Mars, c'est exactement faire ce qu'a fait Schliemann. C'est en fait, saboter son travail, quoi. Et D'accord. parce que, si on trouve ensuite des traces de vie, ben, c'est quoi? Est-ce que c'est des bactéries terrestres qui auraient muté, en attendant qu'on les trouve? Ou est-ce que vraiment c'est une vie originale, qui est née de la planète Mars? On ne saura jamais. D'accord. On a alors juste pour l'info, on a, Zatwin qui proposait un entraînement un peu particulier, comme tu nous disais, qui avait énormément de rayonnement, et qu'effectivement, hein, on est d'accord que les particules de rayonnement cosmique, donc des protons, des électrons, un peu de neutrons, des noyaux, etc., ce sont les mêmes particules que celles qu'il y a dans un autre phénomène qu'on connaît bien sur Terre qui s'appelle la radioactivité, où là aussi on a des électrons, des rayons gamma, un peu plus ou moins la même chose. Et donc Ouais, Zatwin, à ma connaissance, Tchernobyl et Fukushima, c'est essentiellement du rayonnement gamma. voilà, Zatwin proposait d'aller s'entraîner dans Tchernobyl pour, pour, pour s'entraîner au rayonnement martien. Ça me paraît un Oui. peu extrême. Alors en fait, je crois pas qu'on ait vraiment envie de s'entraîner au rayonnement, Ouais, mais effectivement la boîte qui fournit, ces astrorades, ces vestes, ces gilets là anti-radiation, elle fournit aussi les travailleurs du nucléaire. Donc elle a une expertise, ouais. elle ne fait pas que des gilets spatiaux pour les astronautes, elle fait aussi des protections pour les travailleurs du nucléaire. Donc quelque part oui, c'est un terrain de jeu C'est-à-dire pour, que ce genre de technologie pourrait être utilisé pour la protection lors de voyages spatiaux, par exemple. C'est des ponts qu'il peut y avoir. voilà, c'est un pont qui a été fait en fait, vu qu'ils ont maintenant, cette veste, en test. D'accord. Alors justement, c'est assez marrant parce que pour toi, scientifique, le plus gros problème serait que de la vie terrestre puisse malencontreusement être emmenée sur Mars, ce qui fait qu'on serait plus capable ensuite de dire si ce qu'on trouve, on l'a emmené avec nous ou pas. Alors que dans le chat, la, la, le problème semble pour eux plutôt venir de l'inverse, puisque j'ai à la fois Pénélopsis et Pierre Ménès qui se posent la question, est-ce qu'il y aura un risque de ramener un virus de Mars qui pourrait poser un problème aux humains? Alors il y a le risque et effectivement si on arrive à ramener les tubes de persévérance, ils vont être analysés dans des laboratoires, hautement spécialisés et hautement protégés, au niveau bactériologique, hein. Ils vont commencer par, vraiment faire attention à ça. Je pense personnellement, que le risque de contamination à partir de quelque chose de Mars est très, très faible, dans la mesure où on peut imaginer que, enfin, il y a toutes sortes de virus qui existent sur Terre, dont certains sont spécialisés, par exemple, contre les bactéries et n'attaquent absolument pas les eucaryotes que nous sommes. Donc, pour qu'un virus soit néfaste pour nous, il faut qu'il ait une porte d'entrée dans nos cellules et pour ça, il faut qu'il ait coévolué ou qu'il évolue à un moment donné. C'est-à-dire qu'il est vécu suffisamment avec l'homme pour pouvoir, au gré des Exactement, mutations, trouver des, des, une porte des, d'entrée. des portes d'entrée chez l'humain. Et là, si on Exactement. ramenait, par chance, parce que pour le coup ce serait une chance, une forme de Oui, vie martienne sur Terre, dans la mesure où il est très probable qu'elle soit enfin, très différente de la nôtre, tu nous dis que du il n'y coup il y aurait pas aurait de peu porte de d'entrée, chances pour exactement. que ces deux Ouais. formes de vie puissent interagir d'un point de vue biochimique en fait. En tout cas, pas dans l'immédiat. Bon, bien Ouais, sûr, si on la laisse se balader, c'est pas exclu qu'elle se spécialise ou comme ça. Mais par exemple, les virus antibactéries, ils sont là depuis quasiment l'origine de la vie. Mais ils n'attaquent vraiment que les bactéries.
ils sont complètement inoffensifs Ils pour sont, nous. C'est ils sont d'ailleurs un spécialisés en des fait. ouais, c'est d'ailleurs une des alternatives aux antibiotiques. On Mhm. pense qu'au lieu de faire de la recherche dans les antibiotiques et avoir des bactéries qui deviennent résistantes, l'idéal, c'est de cultiver des souches de ces virus qui, eux, Bactériophage. vont muter, ouais, bactériophages, qui vont muter en même temps que les bactéries au fur et à mesure qu'elles se transforment. D'accord. Il y a de la recherche dans ce sens-là. Donc le retour sur Terre d'échantillons vivants sur Mars, pour la communauté scientifique, loin d'être une peur, est plutôt quelque chose que tout le monde attend, hein, on est d'accord. Oui. Enfin, je veux dire, ça serait Alors, je me prononce pas, le enfin, Graal. oui, je Oui, pense oui, que c'est le Graal, oui, oui, tout à fait. d'accord. Si, Est-ce Maintenant, que... il faut justement protéger énormément les échantillons entre le moment où on les ramène et le moment où on les ouvre, hein, quelque Mhm, part, parce que il faut être vraiment sûr que ça va pas être contaminé avant d'arriver sur la paillasse, hein. d'accord, ouais, tout à fait. Ça va Euh, être le défi. on a Geoff qui posait une question tout à l'heure. Effectivement, on parlait alors on imaginait, hein, plutôt de la science-fiction, des colonies sur Mars, des endroits où l'homme puisse vivre. Et Geoff posait la question de l'alimentation en énergie. Demandait si le photovoltaïque pouvait marcher sur Mars. Alors, Mars est plus loin du Soleil, donc elle a une insolation un tout petit peu moindre, mais qui pourrait être suffisante. Et une bonne partie des sondes qu'on a envoyées au début, les sondes qu'on envoyait, elles utilisaient le photovoltaïque, donc elles avaient des panneaux solaires. Le problème, c'est que Mars a des énormes tempêtes de sable régulièrement, qui mettent en suspension à peu près tout le régolithe qu'elle a. En tout cas, il y a des photos, peut-être que tu peux trouver une photo avant-après. Il y a des photos sur le web où on voit Oui, Mars avant et après une tempête. Le temps que j'explique, peut-être que tu arriveras à la trouver. Et le problème, c'est que cette poussière, elle est extrêmement fine, elle est extrêmement dense, hein, et donc elle va pouvoir, elle va recouvrir des panneaux solaires. Et on a comme ça perdu un petit robot sur Mars parce que ces panneaux solaires ont été encrassés de régolithes, en fait, et de du coup, il a poussière. perdu toute son énergie, exactement. De loin en loin, il y a une autre tempête qui va passer, puis avec un peu de chance, elle peut nettoyer le panneau solaire, mais c'est assez aléatoire et on risque. Et c'est surtout pendant les tempêtes Ah, oui, c'est surtout pendant les tempêtes qu'on a besoin d'énergie, hein. Et du coup, en fait, ce qui est envisagé, c'est de l'énergie nucléaire. C'est des mini-réacteurs nucléaires. Euh, la NASA met au point ce qu'on appelle les K-Rusty, qui sont justement des petits réacteurs qui sont censés donner l'énergie nécessaire. C'est la source la plus sûre, en fait. voilà. Ici j'ai notre petit ami Opportunity, Voilà. quelque temps, donc qui se prend en selfie, en photo, et là on Ouais, voit que ces panneaux solaires sont complètement recouverts de ouais. poussière martienne. Normalement, ils sont d'un joli noir sombre lorsqu'ils arrivent, et puis progressivement, avec le temps, ces panneaux solaires perdent énormément en efficacité Oui. avec ce sable qui est là. D'ailleurs, on a les robots qu'on envoie maintenant sur Mars, comme Opportunity, Perseverance, comme tu le disais, c'est plus des panneaux solaires qu'on utilise. Alors c'est pas non plus des centrales nucléaires, même Non. si on utilise du plutonium à l'intérieur, mais Oui, c'est des petits réacteurs, des petits réacteurs mais qui, c'est voilà, voilà, qui transforment la chaleur générée par le plutonium en électricité. absolument. Donc du coup, ce serait plutôt ce genre de choses, les RTG, les générateurs thermogénérateurs à radioisotope qu'on utiliserait plutôt pour ça. Oui, en tout cas, c'est ce qui est envisagé. Ils envisagent pas tellement les panneaux solaires. Il faut D'accord, amener les femmes de ménage avec les panneaux solaires. c'est ça. Et là, c'est déjà beaucoup plus problématique. Une autre et peut-être une dernière, hein, il est déjà 19h10. Euh, une autre et peut-être dernière question, effectivement, qui est intéressante et qui pourrait poser problème quand bien même tout se passerait bien et qu'on serait là-bas, c'est le problème des communications. Orion demande des nouvelles pour le projet des communications laser, l'importance pour la com entre la Terre et Mars.
parce qu'effectivement, si on a une situation d'urgence et qu'on veut appeler la Terre, ben on a là encore une fois des problèmes avec ça. Oui, bah oui, il y aura tout un moment où il y aura le soleil entre la Terre et nous. Donc là, la Et donc, communication ne sera la pas atténuée, mais communication, carrément impossible. carrément impossible pendant un bon bout de temps. Donc non, ça c'est un problème. Je veux Et, dire, les Martiens doivent se débrouiller. et puis même si la Terre est pas cachée derrière le Soleil, il faut entre 5 et 10 minutes pour que l'appel à la vitesse de la lumière fasse le chemin entre la Terre et Mars. Donc quoi qu'il en Absolument. soit, il n'y a Ouais. jamais de direct qu'on peut avoir Mm. entre l'un et l'autre. C'était d'ailleurs une des choses qu'ils avaient inclus dans l'opération Mars 500. Mhm. Ils décalaient de plus en plus les réponses en fait aux communications. Les gens pouvaient communiquer un peu avec leur famille, mais il y avait de plus en plus de délais entre le coucou, comme dit tout ce qu'on prend, Entre les questions d'un côté et les réponses de et l'autre. les réponses de l'autre. Voilà. D'accord, pour étudier un petit peu tout ça. Ok. Mm. Donc, a priori, alors, on va dire les choses telles qu'elles sont. Elon Musk nous promet d'envoyer les premières missions non habitées sur Mars en 2024 et les premiers hommes sur Mars d'ici 2028, en tout cas avant 2030. A priori, je ne pense pas m'avancer beaucoup si je dis que tu ne souscris pas à cette vision-là de l'avancée des choses. Alors, bon, d'une part, déjà, de toute façon, pour les raisons que enfin, pour la raison de la contamination de Mars, je suis vraiment clairement opposée à l'envoi d'êtres humains en troupeau là-bas. Mhm. Je veux dire, pour le tourisme spatial, c'est une aberration vraiment grave, en fait. Enfin, c'est pas juste ah oui, c'est un peu bête. Non, pour moi, c'est vraiment un non-sens total au niveau scientifique et grave, indépendamment de la faisabilité. Mais bon. Ensuite, ben, Elon Musk, il est en train de mettre au point un système, le Starship, hein, pour faire du transport. Il le vend comme voulant amener l'humanité sur Mars et faire une Terre bis et donc coloniser Mars et envoyer 1 million de personnes d'ici 100 ans. Euh, j'ai beaucoup de doutes par rapport à ça parce que je pense qu'il est beaucoup trop malin pour croire à ça. Euh, c'est pas un imbécile, hein, c'est un homme d'affaires. Et en fait, quand on écoute bien ses conférences, il vend autre chose. En vendant l'espèce de rêve martien qu'il vend, c'est du transport suborbital terrestre. L'armée américaine est déjà intéressée. Elle est en tractation avec ça. C'est la possibilité de transporter une certaine quantité de matériel en 20 minutes entre New York et Tokyo, par exemple. Et pour moi, c'est ça qui vend, Elon Musk. Et ensuite, il met l'habillage sexy de dire oui, je vais vous emmener sur Mars et ça va être tellement génial. Et il y aura des pizzerias dans mon vaisseau spatial et vous pourrez vous amuser, faire des jeux de zéro gravité. Mais c'est... Déjà, enfin, il n'a aucun autre plan que juste fabriquer Starship. Or, c'est que le début de l'histoire. Si on veut vraiment envoyer des gens là-bas, il ne faut pas commencer par Starship. Il faut déjà avoir de quoi les faire survivre là-bas. Il me semble que c'est le premier truc. Mhm. D'accord, d'accord. Donc au moins maintenant les choses sont claires, on a dit les noms qu'il fallait, tu nous as donné ton avis et on arrête de tourner autour du pot. Donc comme ça c'est réglé. On a en tout cas de très belles campagnes de communication. Ça Oui, on peut pas dire le absolument. contraire, les campagnes de communication sont absolument nickel. Tiens, tant qu'on parle d'Elon Musk pour terminer, j'ai Zatwin qui demande un avis sur Starlink. C'est chouette d'avoir des étoiles en plus dans le ciel à observer, non? N'est-ce pas? Oui. Bon, moi, évidemment, comme astrophysicienne, je suis complètement désespérée à ce sujet. Pour nous, c'est une catastrophe. Tu On va m'avais pas se donné une mentir. photo, je vais essayer de la retrouver, celle-ci. Alors, c'est une photo extrême parce qu'elle a été prise juste après un lancement, donc au moment où les satellites sont particulièrement brillants et sont particulièrement serrés. Donc, c'est clair que ça peut ne pas être aussi dramatique que ça, mais ça peut être aussi dramatique que ça. Et surtout, bah voilà, ça nous pourrit les observations. Il y a une chose dont on ne se rend pas compte, c'est que, bon, ça, on peut se dire encore, OK, bah, les astronomes, ils ont qu'à s'adapter, ils ont qu'à se débrouiller. Finalement, il offre la 5G
à la terre entière. Pourquoi pas, s'il y a une population, des gens qui s'en désespèrent, bah, tant pis pour eux, hein, finalement. Mais il y a un aspect beaucoup plus grave qui se cache là-dessous. Déjà en 1970, un certain Kessler, mentionnait qu'il y avait un risque grave avec l'envoi de satellites qui est un cas de collision en chaîne et qui pourrait, à terme, faire une espèce de couverture de débris autour de la planète qui rendrait tout envoi de satellites ou de fusées ou d'exploration, que ce soit, complètement impossible pour plus d'un siècle. On appelle ça le syndrome de Kessler depuis ce papier de 1970. C'est la base du film Gravity. Vous avez peut-être vu le film Gravity, où il y a effectivement une arrivée de débris qui ravage la navette spatiale et George Clooney meurt dramatiquement Chut, faut pas le dans dire, cette hein, qui l'ont histoire. pas vu. Non, Pardon. il va peut-être bien, on sait pas. Il va peut-être bien, on ne sait pas. Et bref, donc c'est basé sur ce syndrome de Kessler. Et Hein, en fait, si on voit les images, enfin, les débris spatiaux, c'est quelque chose d'absolument épouvantable. mhm. Il y en a une quantité qui est incroyable, hein. Il y a des images, je t'ai envoyé un lien pour montrer un peu la population de ces objets autour de la Terre. Il y a des espèces de deux anneaux, hein. Il y a l'anneau géostationnaire à distance, et puis il y a la couverture autour de la planète des orbites basses. Et donc, selon la taille des, des particules, en fait, on a un certain nombre, et les particules qui sont de l'ordre du millimètre, c'est des millions de particules qu'on a. Alors, on peut se dire, oui, mais un millimètre, c'est une petite miette, en fait, c'est rien. Oui, mais aux vitesses qu'ont ces particules dans l'espace, Oui, cette presque. petite miette de 1 millimètre, elle peut être aussi destructrice qu'une grenade à main, quasiment. Et donc, si ça entre en collision avec un satellite ou avec par exemple une chambre à pression ou bien les batteries d'un satellite, ça peut faire une explosion qui va générer d'autres collisions en chaîne. Et donc, ce syndrome de Kessler, c'est justement le risque qu'on a de faire une couverture de débris qui rendra absolument impossible tout envoi de satellite, quel qu'il soit. Et donc notre cher Elon Musk, pour ne pas le nommer, finance en fait ces projets martiens avec Starlink, mais en même temps, il a le risque de se tirer une balle dans le pied parce que il va peut-être rendre infaisable toute exploration, tout envoi de satellite. Et ça veut dire, ça a l'air de rien, comme ça on dit, ah oui, bon, bah, on n'enverra plus de satellites. Oui, ça veut dire qu'on ne peut plus remplacer les GPS qui sont en panne, donc à terme, plus de GPS. Et ça, j'ose pas imaginer euh, ce que ça peut donner. On est vraiment très très dépendant des GPS, hein. On ne se rend même pas compte à quel point ils entrent dans toutes sortes de systèmes de régulation qu'on utilise sur Terre. Et donc, ça peut faire Et, vraiment une remise en question de notre civilisation assez et impressionnante. d'autres systèmes de satellites, hein, en ce moment, on a des régates qui se passent actuellement, hein, dans l'océan, et dès qu'un navigateur est en difficulté, si son bateau chavire, Exactement. les balises de détresse sont des balises qui sont relayées par satellite jusqu'au Exactement. sol et qui permettent en quelques minutes de savoir où se trouve le bateau pour envoyer des secours. Donc Oui. effectivement, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir pour demain, hein, je pense, ce fameux syndrome de Kessler, mais c'est Bah, très certainement quelque chose qu'il faut garder à l'esprit et minimiser le plus possible. Ce oui. que, a priori, les grandes entreprises de constellation de satellites n'ont pas forcément Elles se font en tirer tête. l'oreille, hein. Elles sont censées assurer le désorbitage de tout ce qui ne fonctionne pas, mais elles se Oui. font tirer l'oreille parce qu'évidemment ça coûte des sous et qu'ils préfèrent. Enfin, ça a l'air grand l'espace, hein, on s'en Mm. fiche. Mais ce qu'il faut se rendre compte, hein, c'est que là maintenant on a beaucoup de satellites déjà. Avec Starlink, ça commence à faire encore plus. En mai 2020, il y avait des demandes pour 94 000 nouveaux satellites. Soit les Starlink, le complément des Starlink, la constellation OneWeb qui va être encore plus énorme, plus toutes sortes de projets indiens, chinois, turcs, de je sais pas où. Euh, Ça peut devenir absolument ingérable. Mhm. Ingérable. D'accord. Ça c'est un réel danger. Donc c'est pour ça aussi que qu'il faut continuer à sensibiliser sur ce genre de problème
pour Exactement, et que... c'est pour ça qu'il n'y a pas que les astronomes qui sont touchés, je Hmm, trouve. Il faut se rendre compte de dans quoi on met le doigt, en fait. d'accord. On a Et donc complètement... au fait, il y Oui. a des pétitions sur le web si jamais Ah, tu m'as pas on envoyé le lien, s'insère donc là peut-être je peux pas. non, j'ai pas envoyé, mais on pourra peut-être le mettre après. On pourra les Hem, retrouver aussi. voilà, Effectivement, si on veut sensibiliser un peu à ce problème. On a exactement. complètement explosé l'horaire. On a fait 1h20 au lieu C'est d'une vrai? heure. Oui, tout à Oui, fait. Mais en tout cas, c'était vraiment très intéressant. C'était un plaisir de te recevoir ce soir. Et merci. puis, c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir des points de vue divers, parfois contradictoires. Et c'est bien justement de pouvoir discuter un petit peu de tout ça pour se faire sa propre idée. Merci pour tous ces arguments, ces informations que tu as pu nous apporter, à la fois sur la Terre, sur la Lune, sur Mars. De toute façon, tout ça fait partie et fera de plus en plus partie de l'actualité dans les années et les décennies à venir. Donc on va continuer à suivre ça ensemble et puis très certainement à le commenter. Juste avant de terminer, donc je voulais juste vous rappeler que nous on continue notre programme de live. Cette semaine il y en aura encore 3. Le prochain donc c'est mercredi à 16h où là je vous retrouverai et cette fois-ci donc on va reprendre le logiciel Stellarium qu'on avait utilisé il y a 3 semaines pour faire une découverte du ciel et je vais le réutiliser parce que là cet hiver en décembre il va se passer plein de choses dans le ciel. Donc mercredi à 16h, on se retrouve et je vous dirai tout ce que ces prochains jours nous allons voir dans le ciel. Et vous allez voir qu'il va se passer beaucoup de choses. Et puis on retrouvera Camille aussi ce vendredi à 18h pour le programme YouTuber at Home où cette fois-ci eh bien, c'est un vidéaste ou une vidéaste qui nous retrouvera. En attendant, merci à tous d'avoir été là. Merci pour vos questions qui sont toujours aussi passionnantes. Et Oui, merci puis, beaucoup parce que c'est vous qui avez fait l'émission finalement. c'est ça, et c'est Et toujours un plaisir. Et puis merci à toi, Sylvia, d'avoir merci été Pierre pour ton parmi nous. invitation. Merci beaucoup. On se retrouve du coup, si vous le voulez bien, 6 jours prochains, mercredi, vendredi, et puis lundi prochain pour un nouvel Astronomeur at Home. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.